Donc, juste une petite présentation du groupe Metaline. Metaline, c'est un groupe qui a été créé en 2017, qui est lié de la fusion de deux sociétés, Hotline et Metalogic, qui ont été super bons en marketing. Hotline, Metaline, c'était pas déposé, il y avait le .fr, il était né comme ça autour d'un café, il y avait Pierre qui était PDG de Hotline, moi qui étais directeur général de Metalogic. Ils sont pressés de déposer le nom, et notre aventure a démarré en décembre 2017. Aujourd'hui, Metaline, c'est un groupe qui est en construction, qui existe depuis 35 ans, puisque Hotline existe depuis 35 ans, Metalogic un peu moins, 25 ans. On a étendu notre champ d'expertise, on est parti du mode de travail pour aujourd'hui prendre le data center et puis l'édition logicielle. Et on a fait le choix de s'engager sur différents chantiers de transformation de l'entreprise, puisqu'on est passé du statut de PME à celui d'OTI aujourd'hui, 500, plus de 50 000. Chantier ISO 27001 pour 2023, et chantier RSE qui est chez nous depuis un temps certain, et là avec une accélération de la guide Sophia, que je salue dans le fond, qui est donc notre responsable RSE dédié groupe, qui arrive comme des chemins et qui a à sa charge de faire pas mal de choses comme le rapport Basse-Carbone, le rapport COP, de référencer le groupe au niveau Covadis, parce que pour les structures que le groupe, il y a un tout petit peu de travail, toute la nuit, la RSE dans le groupe avec plein d'idées, plein de choses, elle sera plus créative. Voilà, là-dessus, donc Metaline en chiffres très rapidement. Fin de l'année, on devrait être entre 850 et 900 ETP, c'est salariés plus indépendants, plus personnes qui travaillent pour nous. La cible, c'est 59,4 millions d'euros en 2022. Commercial, j'ai mis 60. Et on est un groupe franco-français avec un fonds d'investissement franco-français derrière. Donc effectivement, on a aujourd'hui deux fonds d'investissement français, un fonds majoritaire qui s'appelle Visatis Capital, un fonds minoritaire qui s'appelle Ciparex, quelques actionnaires, Nicolas Saint-Jour. On est dans une démarche de croissance organique et externe. 5 ans, on a fait 7 acquisitions, et il n'est pas prévu qu'on s'arrête là. Et puis, on est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un élargissement de notre offre commerciale. On va regarder sur la partie data center, sur les cabinets de conseil, le fonds de conseil, les fermes de câblage, pareil sur les postes de travail, c'est pas avancé sur le niveau 3. Aujourd'hui, on cherche vraiment à diversifier notre offre sans changer notre ADN et notre métier, qui est très ici. On va avoir un slide où on explique un petit peu tous les secteurs où on intervient. Oui, et en fait, parce que les gens qui, comme on a aussi très très vite, les gens ont l'image de Metaline, SN, bancaire, ça a changé. Aujourd'hui, on a vraiment plein de secteurs d'activité où on travaille. C'est important de montrer cette transition. Et on a un chiffre d'affaires qui se répartit maintenant entre le télécom, le service, la banque, qui était notre premier client il y a 3 ans, l'industrie. Il faut savoir qu'il y a une des sociétés du groupe qui est confidentielle défense. On travaille aussi avec des sociétés comme Thales, comme Dassault, comme l'armée, on travaille avec l'officier de sécurité. On fait aussi du retail, on travaille beaucoup avec le groupement de mousquetaires, et puis de l'assurance et d'autres. On a encore des secteurs, on n'est pas très présent comme le médical, c'est une section commerciale. Mais le groupe a vraiment évolué dans sa stratégie. Et on est en train de prendre une part de marché, tous segments confondus, avec pas mal de grands noms en dessous. L'objectif, c'est de continuer avec ses clients, et bien évidemment d'en rajouter les forces commerciales avec Gabriel et Cédric, plus Marie-Laure qui sont là, pour nous aider dans ces missions-là. Ça, c'est un petit rappel, parce que c'est intéressant de voir l'historique du groupe. Donc, comme je l'ai dit, création en 2017 du groupe Metaline, avec la fusion de Metalogic et Metaline. Puis après, structuration des offres. Donc en 2018, on a racheté une société qui s'appelait AP Technologies, qui est plutôt dédiée sur notre offre mutualisée. On va faire un plateau mutualisé canon clair, avec une
time mutualisé et des techniciens qui vont mutualiser ça. On va intervenir chez les clients une demi-journée, 2 journées par semaine, 2 jours par mois. Après, on a racheté une société qui s'appelait James IT. Ça, c'est le métier historique du poste de travail, intégration d'un nouveau client de la BNP. Toujours, on a tout le support sur la partie, sur le passé, ça représente une vingtaine de personnes. L'arrivée d'Emmanuel en 2019, où on souhaitait en fait pouvoir faire une offre complète à nos clients sur la partie de travail, avec le métier qu'on maîtrisait, la méthode qu'on maîtrisait, mais on n'avait pas d'outil. On a voulu se positionner avec une offre complète pour avoir un outil qui était quelque part. Et donc c'est là que toutes les équipes de Metalheim Vision logicielle sont arrivées chez nous. La première vraie grosse croissance structurante avec l'arrivée d'Alexandre, qui est en fait l'intégration de la tech. Alors la tech c'était plus gros que Metalheim à l'époque, on a doublé de taille, mais c'est vraiment structurant de TI avec l'arrivée des équipes de la tech, et on a bénéficié aussi de la culture qu'il y a de la tech, puisqu'il venait d'Alten. On a racheté au groupe Alten, une très grosse ESN française, donc il y a une culture beaucoup plus structurée que nous, une culture PME, c'est une culture grand groupe. Ça nous a permis d'évoluer dans la manière dont on a organisé Metalheim, et 2 ans après, on a toujours la même organisation, et dans 5 ans, on aura la même organisation, parce qu'on avait fait le choix à l'époque de faire quelque chose qui dure. On va rajouter des gens, mais on ne change pas les services. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est l'arrivée d'un nouveau métier, qui est aujourd'hui le premier métier en chiffre d'affaires et en activité, qui est le data center. Aujourd'hui, on est leader sur ce métier-là en France. On représente entre 450 et 500 techniciens qui peuvent intervenir partout en France sur les data centers pour ce qu'on fait des gestes de proximité, du maintien en condition opérationnelle. Ça, c'est des équipes de collection. Un Jean-Pierre, qui est un des plus gros clients. Et puis on ne s'est pas arrêté là, on a continué. En décembre de l'année dernière, on a racheté une société qui s'appelle Stefia, Ludovic, présent derrière. Et puis là, il n'y a pas longtemps, on a racheté une société qui s'appelait Martin Informatique, Vincent qui est là aussi. Toujours dans le métier du data center, et Martin qui fait nos 2 métiers, data center et poste de travail. Donc ça complète nos offres, ça rajoute des nouveaux clients. Et puis ça permet d'avoir des nouveaux métiers qu'on va présenter très rapidement. Je vais passer un petit peu tous les métiers du groupe. Ça, c'est le premier métier, c'est le métier du poste de travail, infogérance, Atawal, Digital Workplace, enfin, le nom change tous les 5 ans, mais le métier de base reste le poste de travail, service à l'utilisateur, service de proximité, hotline, maintien en condition opérationnelle, avec un métier qui a évolué pour ceux qui le font depuis des années. On est passé de la hotline full, service de proximité, kiosque, maintenant on va plutôt vers l'accompagnement utilisateur avec des FAQ, des VOC. Nos techniciens continuent de faire ça, ils changent un peu leur méthode. On va faire de l'analyse de référence, on va aider les clients à former ses utilisateurs, mais l'objectif c'est toujours de donner de la proximité à l'utilisateur et de pouvoir lui permettre de travailler, quel que soit l'outil. Il y a des années, on a connu, quand il est en train de faire un clavier, un technicien qui avait qu'un fer à souder, qui mettait des touches, on en met un autre. Par contre, il y a 15 ans, on ne travaillait pas sur un téléphone portable. Je pense que les avenirs de techniciens vont travailler sur des lunettes, sur des montres, sur d'autres appareils connectés. Du moment que l'utilisateur a besoin de ces appareils pour travailler, il va falloir qu'on suive ce métier-là. Il faudra qu'on puisse aider les utilisateurs à travailler, c'est ça notre métier, sur des environnements qui sont autre chose. Ça, on suivra la technologie. Et c'est vraiment le métier historique du groupe qu'on va continuer de développer en fonction des marchés. Le premier métier du groupe en termes de taille, mais le deuxième dans l'histoire aujourd'hui, c'est le data center. Sur le data center, on a la capacité aujourd'hui à répondre et à monter des équipes partout en France, conséquentes, puisque chez Jean-Pierre, on a une centaine de personnes, pour intervenir 24/24, 7/7, sur des métiers où il faut, pareil, être présent pour aller faire tous les gestes de proximité en data center. Donc ça va du
câblage, à l'installation en paire, en rack, les tests, le suivi, les transferts, les mouvements, qui sont parlés du point. Et c'est vraiment tous ces gestes-là qu'on fait dans tous les data centers, que ce soit des énormes data centers, que ce soit des data centers propriétaires, des data centers d'hébergeurs, les petits data centers, voire ce qu'on appelait dans le temps des locaux techniques, qui disparaissent de plus en plus. Nous, notre métier, c'est d'aller dans les data centers et de fournir un service de proximité aux gens qui exploitent les data centers, peu importe ce qu'il y a dans les serveurs. Vérifier les logiciels, vérifier les serveurs, on fait en sorte que ça fonctionne. Le contenu, c'est pas notre métier, c'est de prestataires de service. On ne vend pas l'hébergement, on vend vraiment un service qui permet de faire que ça fonctionne. Et ça, de plus en plus. On a gagné récemment PP2. Gestion de l'infrastructure, c'est un peu le lien entre les deux. Alors, moi, je ne suis pas un technicien à la base, hein, mais à un moment, vous avez des choses dans les data centers, vous avez des choses sur les postes de travail, et puis il y a tout ce qui se passe entre les deux. Donc ça va être le réseau, ça va être les échanges de données, ça va être l'administration, le système, le logiciel, l'applicatif. Donc on se positionne aussi de plus en plus sur ces métiers-là. D'abord en partant du mutualisé, parce que quand on va voir un client qui a 50, 100 postes, une personne ne faire que le support de proximité, une société qui fait l'intégralité de son support. Donc ça, on est parti du mutualisé et sur la base de ce qu'on a su faire en mutualisé, on est en train de le développer chez nos autres clients. Et c'est une de nos idées de croissance externe, de trouver des sociétés où c'est des spécialités pour avoir les prix qui nous manquent aujourd'hui. On cherche aussi à se renforcer sur ces métiers-là en province. Ça passera par la création d'agences, par des besoins locaux qui sont un focus spécifique qui est le transfert informatique. C'est un métier qu'on connaissait très bien sur le poste de travail. On a fait des milliers de déménagements. C'est un métier qu'on connaissait un peu sur le data center. Avec l'arrivée de Stefia, on a acquis une vraie compétence logistique avec des logiciels qui permettent de suivre un transfert. On sait en temps réel nous dire où est votre serveur, s'il est déconnecté, pas déconnecté, s'il est dans quel camion, s'il est arrivé. On a acquis une vraie logistique. On a des camions, maintenant on est malade. On a des flaquies, on est malade. On sait faire ça. Il y a un très gros marché là, de près de 2 millions sur la fin de vie de data center. On va faire en sorte que ce qui doit partir en recyclage et la RSE nous traite en mode des 3 E et on fait ce qu'il faut pour respecter toutes les normes. Et ce qui ne doit pas partir et être transféré à des nouveaux data centers, on va prendre l'intégralité du transfert et toute la responsabilité. Sauf sur des transports très particuliers, charges très très lourdes, là on va passer par le transporteur, on fait l'intégralité de la logistique. Avec un logiciel en plus de suivi d'un rack et de Unity, on aurait pareil, de l'inventaire de départ propre, et puis après, effectivement, toute la suite logicielle. On présentera mieux que moi, Grégory et Emmanuel. Quand on a racheté, ça s'appelait TAS. Je ne sais pas ce que c'était, mais si c'est quelque part. Moi, je l'ai déployé dans les années 2010, on a vendu. On s'est empressé de le renommer quelque part. Vous êtes quelle part .net, parce que Vinci a déposé une marque qui s'appelle quelle part K pour les parkings. Et je ne souhaite pas les contacts Vinci sur ce sujet juridique. On a hésité pour prendre les. Mais voilà, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. A priori, c'était meilleur que nous là-dessus. D'où le quellepart.net. Ça, c'était important. Donc, un petit focus RSE, parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet, j'en parlais tout à l'heure. Bon, la première fois qu'on parlait de RSE, 2012, référencement Société Générale. Merci, je reçois un truc en disant, voilà, pour être référencé chez nous, il faut remplir un truc chez Covadis. Chez quoi Covadis. J'ouvre. Je suis désolé, je vais dire quelque chose, je me dis, c'est quoi cette merde? Et en plus, il faut que je paie pour ça. Il faut que je paie un truc que je ne comprends pas pour être référencé chez un client. On l'a fait. La note était 37 sur 100 à l'époque.
Et puis on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. À l'époque, il y avait Cédric, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de la RSE pour, au lieu d'en faire une contrainte, le transformer pour en faire un outil, d'abord pour répondre aux clients, et puis après en faire un outil pour nous. Parce qu'on avait toute cette démarche en disant que c'est une contrainte, on n'a pas envie, on va le faire parce que c'est obligatoire, on va faire des pivots, au début tout le monde faisait ça, on va faire des rapports, des machins, ils sont contents, regardez, j'ai fait un rapport, c'est un peu idiot, on fait des rapports, on les diffuser, on fait des pauses pour les collaborateurs, autant les voir diffuser et les faire signer. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entreprise, tout ça, qui a une valeur ajoutée, et quelque part, je mets un enfant, c'est aussi une valeur ajoutée pour mon fils. Donc il y a des décisions faciles, mais c'est venu en 10 ans, ça c'est vraiment une démarche. Aujourd'hui, pour moi, c'est un élément moteur de l'entreprise. Enfin, j'ai fierté à dire que Kelly RSE, c'est mon idée, je vous confirme. Ah, c'est moi qui ai Emmanuel, je pense qu'il y a un truc à faire. Je l'embête quand on dit Kelly RSE, que ce soit une offre RSE. Les gens cachent compte Kelly RSE, il y aura une action vraiment RSE derrière, on doit identifier qui est donnera un pourcentage du chiffre d'affaires à une entreprise et une association qui plantera un arbre. On trouve le pourquoi, mais je veux que ce soit une vraie démarche RSE sur l'ensemble de la chaîne. Parce que c'est important pour moi, et parce qu'il y a des choses faciles à faire en entreprise. Il y a 2 mois, on m'a demandé, bonjour, j'ai des cartes de visite, j'ai dit non, j'achète plus de cartes de visite. Vous allez avoir un QR code, et tout le monde a un QR code. C'est recyclable, c'est réutilisable, ça se flash, il n'y a plus de cartes de visite dans l'entreprise. Il y a plein d'actions faciles à faire qui, sur un durant plus, sont bénéfiques à l'entreprise. Et pour moi, c'est une des raisons qu'il y a RSE, et c'est pour ça qu'on va dedans, et qu'on a Sophia qui est arrivée pour animer tout ça. Parce qu'en moment, c'est plus le rôle du DG d'animer, il faut prendre des gens dans ces métiers. On a un rapport basse carbone qui va être fait, on est membre de la charte de la diversité, on est membre du Global Compact de l'ONU, on a fait le rapport COP cette année. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on va se positionner sur la durée, parce que en termes de valeur d'entreprise, c'est important et je pense que c'est bénéfique pour les clients et pour nous. Voilà. Aussi, tout ce qui est égalité homme-femme, même si dans une ESN, je ne cache pas, une ESN politicien, trouver des critères CSP par âge, il y a 3 femmes, 3 hommes, c'est pas compliqué, mais j'ai 3 femmes dans la même tranche d'âge avec le même critère d'emploi, c'est très compliqué. Oui, on a 14% de femmes dans l'entreprise. Dans le data center, c'est compliqué. C'est pas des ports de charge, du travail de nuit. Voilà. Mais comme je dis, on est quand même sur une amélioration de la partie d'égalité homme-femme. On a toujours été au-dessus de 75 quand on calculait l'index. Les entreprises, on n'a pas assez de femmes pour calculer l'index. Globalement, c'est le calcul le tien. Un engagement environnemental fort qui est exprimé, que j'assume. Et puis, tous avec sur la partie carbonique. C'est une réalité. Tu m'as donné du travail pour la cause. Je te rejoins complètement pour les générations à venir. Merci Samuel. Merci.